Professeur Élise Brézis, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais vous demander si c'est possible de redresser un petit peu votre ordinateur afin que l'on puisse mieux vous voir. Voilà, au centre de l'image, c'est parfait. Merci d'être avec nous ce matin et on avait bien besoin de votre éclairage pour comprendre effectivement dans la situation dans laquelle on se trouve. Il y a aujourd'hui, ce matin, près de 500 nouveaux malades en Israël. Et effectivement, pas beaucoup plus de nouveaux malades sous assistance respiratoire. Et je me souviens que vous nous aviez dit que c'était l'un des critères déterminants. C'est toujours l'un des critères qui nous empêche de parler d'une seconde vague et qui dit qu'on est dans la suite de la première vague, c'est cela ? Absolument. Non seulement, je m'entends double, j'espère. Ok. Non seulement, mais il y a actuellement un très grand débat entre épidémiologistes. Vous avez d'un côté ceux qui disent on doit continuer de faire ce qu'on avait fait au début, c'est-à-dire faire très attention parce que lorsque vous avez des gens qui sont positifs, donc vous avez à peu près 5%, ce sont les données, vous aurez toujours à peu près 5% de personnes qui seront des grands malades et qui auront besoin de machines respiratoires. Or actuellement, ce que nous voyons, c'est qu'en Israël, ce n'est pas du tout le cas. Nous avons énormément de personnes qui sont contaminées positifs, mais vous avez très peu qui sont vraiment malades et en plus, même parmi les personnes âgées actuellement, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment besoin de machines respiratoires. Alors, les épidémiologistes qui sont un petit peu, qui ont un peu peur et qui sont négatifs nous disent attendez encore 6 jours parce que la maladie prend entre 2 et 3 semaines vraiment à ce qu'on voit où se trouve le pic. Alors attendons encore 5-6 jours jusqu'à lundi prochain. Si jusqu'à lundi prochain, il n'y aura pas une grande montée, c'est-à-dire on se trouve actuellement avec 27 personnes sous machine respiratoire, si on ne dépassera pas le 30-40, si on ne dépassera pas le 35-40, eh bien dans ces cas-là, on devra dire que le virus a une certaine mutation, on ne sait pas expliquer. D'ailleurs, je vous cite là un des médecins italiens qui s'appelle Matteo Battesi, qui dit que le virus s'est transformé d'un lion en un chat. Et si c'est le cas, donc il faut absolument permettre aux gens de se rencontrer plus pour ne pas se retrouver avec de nombreuses personnes malades au moment de la seconde vague qui arrivera. La seconde vague commencera septembre-octobre. Et celle-là, c'est celle où nous avons tous très peur d'elle. Ça veut dire, ça c'est incontournable. La seconde vague, elle va frapper le territoire israélien. C'est irréversible cela, quel qu'il soit ? À moins qu'on trouve un vaccin ou qu'on trouve vraiment un médicament qui soit très efficace. Alors, vous nous dites d'une certaine manière, donc là, on peut se rencontrer, on peut faire rencontrer les gens, mais je ne comprends pas finalement l'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire quand on peut se rencontrer ? Qu'est-ce que on va d'une certaine manière transmettre plus facilement le virus, même s'il est moins important. Eh bien, quelque part, ça va se répercuter. D'abord, le nombre de malades inquiète, on le voit, les autorités israéliennes, on les voit réagir. Pas au nombre de malades importants, de malades graves, mais au nombre de malades seulement. Comment vous expliquez cela ? Mais il y a une incertitude totale. Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe. Et donc, quand vous avez de l'incertitude, vous voulez être ce qu'on appelle on the safe side, c'est-à-dire faire les choses pour que ce soit beaucoup moins grave. Donc, je redis tout le temps la même chose. Netanyahou dit la même chose, tout le monde dit la même chose. Portez des masques. Mais vous pouvez reprendre une vie normale en portant des masques et en n'étant pas agglutinés l'un sur l'autre. Voilà. Donc, attendez, je veux être clair. Vous nous suggérez de reprendre notre cours de vie normal, de nous rencontrer, de retrouver les parents, les personnes âgées, etc. normalement, mais avec un masque ? C'est tout ? Absolument. Mais ce que je dis, c'est d'attendre 6 jours. Attendez. Ah, d'attendre 6 jours. On attend 6 jours parce que dans 6 jours, on saura. Si les données du nombre de personnes sous machine respiratoire n'aura pas vraiment augmenté, c'est que vraiment, il y aura
il y a une mutation parce que nous savons que des personnes positives, nous savons actuellement qu'il y a un pourcentage pas du tout négligeable de gens de plus de 70 ans qui sont actuellement positifs. Et donc, on verra si oui ou non ils ont besoin d'une machine respiratoire. S'ils n'en ont pas besoin, c'est donc qu'actuellement, nous pouvons reprendre une vie normale, mais effectivement, en gardant un masque quand vous rencontrez des gens et en essayant de garder 1 ou 2 mètres entre les personnes. Je vous annonce que Londres, c'est-à-dire l'Angleterre, vient aussi de rouvrir complètement vient de rouvrir son économie. Pour elle, ouvrir l'économie, c'est avoir des pubs et des restaurants. Et on vient de permettre de mettre les gens, non pas 2 mètres, mais 1 mètre entre les gens, mais évidemment avec un masque. Le masque, c'est très important. Alors, je voudrais revenir avec vous d'abord sur les dernières décisions. On a vu le cabinet restreint qui s'est réuni à plusieurs reprises. Cette décision, par exemple, d'hier soir, de limiter les déplacements dans certaines localités durement touchées avec un nombre de malades important, c'est ce qui nous attend, on va dire, dans l'avenir, au cours des prochains mois et peut-être même dans la seconde vague de l'hiver prochain? La seconde vague, attendons de voir. Oui. Bien, elle sera importante et ce qui va se passer. Donc, parlons une chose après l'autre. Actuellement, je pense que ça paraît très rationnel que lorsque vous avez une région, vous avez une ville ou même dans une ville, un certain quartier avec de nombreuses personnes positives, alors oui, vous faites un confinement uniquement sur ces gens-là. Ça paraît extrêmement rationnel. Et ça ne bloque pas trop l'économie, parce qu'il faut comprendre qu'on ne s'attendait pas à ce que l'économie ne reprenne pas et que cela aille si lentement. Alors ça, c'est un point important parce que là encore, je me souviens de ce que vous nous aviez dit. Vous nous aviez dit que relativement rapidement, on allait retrouver un taux de chômage plus raisonnable, hein, c'est-à-dire on était au pic de la crise à 25% de chômage, qu'on allait peu à peu baisser et se retrouver stagner autour des 10%, 10-12% de chômage. Or là, pour l'instant... Fin décembre, j'avais dit fin décembre, fin décembre. Et je le tiens. Je le tiens, c'est-à-dire on sera là-bas et le gouvernement fait tout pour se retrouver là-bas. Ce qui se passe... Mais pourtant, on a vraiment le sentiment que tout se fait de manière un peu balaganique, comme on dit ici. Hein. C'est-à-dire, on a l'impression que les mesures sont prises au coup par coup. On a l'impression que des mesures dont on a parlé il y a 1 mois et demi viennent à peine d'être votées sous forme de loi et probablement mise en application. Il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas reçu la moindre allocation. Je ne parle pas des gens du spectacle que nous avons interrogés qui sont dans la détresse sociale totale, même si on a rouvert les théâtres et les salles de spectacle. Finalement, je me souviens, je vous avais demandé, Binyamin Netanyahou, qui dans le passé avait été très, très dur, hein, en particulier face aux couches sociales défavorisées. Il avait réduit massivement, de manière drastique, les allocations familiales en 2004 pour sauver l'économie israélienne. Et vous m'aviez dit, est-ce qu'il ne risque pas d'être insensible, on va dire, à l'appel de ces chômeurs, de ces sans-emploi? Vous m'aviez dit que non. Et là, on a l'impression que Netanyahou est tout de même assez étanche à ce qui se passe à l'extérieur dans le marché économique et social en Israël. Non, je rencontre... Non, ce qui se passe, c'est que pensez à une voiture où vous êtes en train de freiner, vous appuyez sur la pédale et pourtant rien ne se passe au niveau des roues. C'est le problème de la bureaucratie israélienne. On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si compliquée à faire marcher d'une manière qu'on n'a pas l'habitude. En général, en Israël, on préfère prendre des impôts. Et donc, le système de faire payer les gens est devenu efficace. Donner de l'argent aux gens, ça marche très mal. Et donc, il faudra vraiment maintenant s'impliquer. Et il n'y a pas, je pense que au ministère des Finances, seulement maintenant, ils commencent à comprendre, ils devront s'impliquer et trouver une manière de donner l'argent aux gens qui devraient les recevoir. On devrait actuellement
donné 100 milliards. Or, sur les 100 milliards, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 3-4 mois, vous n'en avez que 30 qui ont été vraiment dépensés. Et c'est ça l'un des problèmes du gouvernement actuel. Et pourquoi? C'est uniquement la bureaucratie et finalement un homme comme Netanyahou ne peut pas taper du poing sur la table et essayer de faire avancer les choses parce qu'il y va aussi de sa cote de popularité. On voit des mouvements de protestation qui se développent, les indépendants, les sans-emploi. On est d'accord on est dans une situation extrêmement douloureuse pour beaucoup de personnes. Vous avez tout à fait raison, mais effectivement, lorsque quelque chose est bloqué, alors, ou vous trouvez un moyen de le débloquer de façon rationnelle, et sinon, eh bien, effectivement, il y a toujours des révoltes, et c'est ce qui fait les changements. Et on a l'impression qu'en Israël, les seules personnes qui reçoivent de l'argent, c'est vraiment celles qui tapent sur la table. Et je crois que nous allons en voir de plus en plus. Il faut comprendre, il y a une espèce de c'est une lourde bureaucratie qui a une impression, chacun a peur de prendre cette décision et de dire est-ce qu'on va donner, est-ce qu'on va pas donner. Et puis de ce point de vue, il faut aussi avouer que les banques sont très frileuses et je n'ai pas entendu le gouverneur de la Banque centrale dire là aussi, nous devons bloquer la bureaucratie et permettre et obliger aux banques de donner plus de crédit, même si on sait qu'une partie du crédit ne sera pas rendue. Mais il faut être honnête. Quand Israël s'est permis de donner à ce qu'on appelle les taïkounim, des milliards qui n'ont jamais été rendus, et une banque peut toujours se permettre, elle a toujours une possibilité de donner des fonds qui à un moment ne seront pas rendus. D'accord, alors c'est sa valeur au niveau de la bourse va un petit peu baisser. Mais on se trouve dans un problème très délicat du nombre de chômage qui devrait descendre sur 10% et qui est actuellement 20%. Donc, je m'attends à ce que le gouverneur de la Banque centrale parle avec les banques et leur dit de façon très explicite que toutes les lois économiques qui sont bonnes en temps régulier, actuellement, eh bien, il faut donner du crédit même à des compagnies où on sait que le pourcentage de réussite sera très bas. Si on ne le fait pas, il y aura un grand problème parce que le choix est très simple. Ou on permet à des gens effectivement de faire faillite, mais alors dans ces cas-là, on doit donner en Israël ce qu'on appelle Avtachat Achnasa, c'est-à-dire leur donner un minimum. Et ce minimum en Israël est très très bas. Bien sûr. Quelque chose comme ça, c'est pas du tout suffisant. Donc, ou quand vous tombez, on vous donne suffisamment d'argent, ce n'est pas le cas, ou sinon, on vous empêche de tomber, et là, ce sont les banques qui, elles, devront jouer un rôle différent de ce qu'elles ont fait jusqu'à présent. Et dans cette espèce de question, qu'est-ce que vous choisissez? Le gouvernement n'a pas encore pris la décision. C'est là le problème critique d'Israël actuellement. Vous êtes d'accord avec moi que ces dernières semaines, on a assisté à toutes sortes d'incohérences dans les décisions du gouvernement. Je ne parle pas du fait que les décisions sont prises, sont annoncées le soir et pour le lendemain matin, ce qui doit poser des problèmes, ce qui a par exemple posé de multiples problèmes dans l'éducation nationale, au corps enseignant, etc. Mais par exemple, cette incohérence d'ouvrir les salles de fête, mais ne pas ouvrir les salles de spectacle, de théâtre, de cinéma, cette incohérence d'ouvrir, de bonder les autobus israéliens alors que le train est resté paralysé et qu'il est toujours aujourd'hui paralysé en dépit de la réouverture des chemins de fer. D'où ça vient tout cela? C'est-à-dire Netanyahou reçoit des gens, des lobbies de pression qui lui disent rouvre les salles de fête et il se laisse faire, ou alors il y a une grande stratégie, il y a une véritable politique qui est menée de sortie de crise? Non, il n'y a pas du tout de vraie grande stratégie. Il n'y a même pas vraiment de textbook comment vous sortez de la crise. C'est stupéfiant. Tous les pays se retrouvent exactement dans la même situation. Non seulement on le fait effectivement coup par coup, vous voyez très bien, et une personne est en train de se plaindre à la télévision, et bien le lendemain,
on va faire un vote, on va préparer pour un vote en disant, attendez, si ces gens-là sont très mal, on devrait leur donner de l'argent. On prépare donc un vote, ça peut être même voté, et puis au niveau bureaucratique, ils ne savent pas du tout comment faire, donc ça va prendre encore 3 semaines. Donc vous avez déjà ça. Vous avez certainement une très grande incohérence, mais vous avez une incohérence parce que d'abord, il y a encore un très grand débat au niveau des médecins. C'est le débat sur lequel nous avons commencé à discuter. Peut-on vraiment rouvrir beaucoup plus ? Donc, d'un côté, on veut rouvrir et donc quand quelqu'un est en train de crier « laissez-moi travailler, Netanyahou », et les ministres disent oui. Et d'un autre côté, vous avez les épidémiologistes qui, eux, ont très peur que le virus, ce n'est pas vraiment une mutation et il va redevenir beaucoup plus mortel. Et dans ces cas-là, ils disent « attendez ». Donc, ce n'est pas vraiment un manque total de rationalité, mais c'est le fait que vous avez d'un côté et de l'autre côté et que les choix ne sont pas aussi clairs qu'on aurait voulu. Donc, on peut toujours dire que le gouvernement se conduit d'une manière irrationnelle, qui a des problèmes, ce sera toujours vrai de toute façon sur à peu près tout gouvernement, mais quand vous comprenez la logique de pourquoi c'est mal fait, eh bien, il faut être un tout petit peu plus indulgent et à mon avis, attendre encore 5-6 jours. Si vraiment, lundi prochain, il n'y a pas, on est actuellement sur 27 personnes. Si on n'a pas dépassé le 35 personnes sous machine respiratoire, ce qui est très très bas, parce qu'on peut aller jusqu'à aucun problème, eh bien dans ces cas-là, il faut tout rouvrir et tout de suite. Ces scénarios catastrophes dont on a parlé hier, qui ont été rendus publics, qui étaient des scénarios, on va dire, composés, proposés, concoctés par le ministère de la Défense, le ministère de la Santé et même peut-être le ministère des Finances, avec 120 000 malades, 2 000 malades sous assistance respiratoire, des centaines de morts. C'est juste pour nous effrayer ou alors c'est quelque chose qui vous semble réaliste ? Non, c'est pas réaliste, mais c'est ce que vous faites quand vous êtes... moi-même quand vous donnez un plan et un mémo, vous donnez toutes les possibilités. C'est ça le problème. Quand vous ne prenez pas vraiment la décision, vous donnez toutes les données et donc toutes les données peuvent être présentées. C'est très simple. Nous savons qu'au début de la maladie, sur 5% des malades étaient des malades graves. Donc, vous faites le calcul et vous dites, disons qu'on est à 10 000, eh bien, si on est à 10 000, 500 personnes seront des malades graves. Et donc, vous dites, si nous sommes à 100 000, eh bien, nous aurons 5 000 et ainsi de suite. C'est ça les données. Mmh. Il ne faut jamais regarder... Mais là, Élise, ces derniers jours, ces dernières semaines, on voit bien que le rapport n'est pas de cet ordre, puisqu'il y a une multiplication de tests de dépistage et que finalement, c'est normal qu'il y ait plus de malades puisqu'il y a plus de tests de dépistage et que dans ces malades, eh bien, le pourcentage de malades graves est infime. Mais c'est exactement ce qu'on a dit au début. C'est exactement ça. Donc, nous disons... Ce texte, ce que vous avez envoyé, ce mémo, c'est très intéressant. C'était bon pour le mois de février-mars, mais actuellement, nous regardons les données et elles sont différentes. Et lundi, c'est donc moins de 6 jours maintenant, nous regarderons à nouveau le pourcentage de malades graves par rapport au nombre de personnes qui seront déjà certainement beaucoup plus que 10 000. Et donc, s'il est très bas, et j'ai donné le chiffre 35-40, s'il est très bas, eh bien, on comprend qu'il y a eu un changement réel. Et dans ces cas-là, on peut se permettre de rouvrir vraiment l'économie complètement. Et donc, attendons lundi prochain. Alors, on attend lundi prochain et puis on espère que votre pronostic se confirmera et qu'effectivement le virus a muté, qu'il est moins virulent qu'il ne l'était au début. En tout cas, c'est ce que l'on espère. On prend rendez-vous peut-être avec vous, je ne sais pas, pour la semaine prochaine. D'accord. Pour voir effectivement. Merci beaucoup, professeur Élise Brézis, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne continuation et à bientôt. Au revoir. Au revoir.